Radio Soupente, la station des rapins, sans poisson, sans corbette. L'émission à Raccoy qui va aujourd'hui se consacrer maintenant à cet artiste exceptionnel, qui ne se considérait d'ailleurs pas comme un artiste, Escher, un graveur, mais alors par contre un graveur qu'on peut qualifier de extraordinaire, hors norme, voilà, dont ma camarade a été voir le travail dans une expo. Et oui, à la Monnaie de Paris, qui accueille une exposition rétrospective sur l'œuvre de M.C. Escher. Il est bien qu'on l'appelle comme ça. Un excellent dessinateur. Un génial dessinateur. Voilà, graveur sur bois et lithographe. Graveur sur bois et lithographe. Sans oublier la manière noire, autour d'un parcours chronologique pour découvrir cet artiste graphique qui a autant séduit les mathématiciens et scientifiques que les amateurs de gravure. Une œuvre que l'on a forcément croisée, faite d'imbrications, de métamorphoses, d'illusions d'optique, de pavage, de torsions, principalement en noir et blanc. Une exposition que l'on qualifie d'immersive par des installations ludiques et interactives sur des thèmes chers à l'artiste comme les notions de taille, d'échelle, les représentations à l'infini, dans lequel les visiteurs se mettent en scène. Là-dessus, j'aurais quelques réticences parce qu'effectivement, l'œuvre d'Escher se prête à ce genre d'exposition. Aujourd'hui, c'est très moderne de faire des expositions immersives. C'est un coût supplémentaire également, et je pense que l'œuvre d'Escher peut aussi se regarder simplement à travers ses gravures, quoi. Oui, c'est pas si moderne que ça parce que ça a commencé avec les carrières de l'Hébreu de Provence, où on projetait des œuvres de Van Gogh, etc., etc. Et voilà, c'est pas nouveau et c'est surtout très, très, très commercial. Parce que ça en met plein la vue des ignares qui viennent voir ces expositions, parce que une fois que la nouvelle se sera répandue, qu'il y a cette espèce de gadget immersif, ils vont tous se ramener, là, parce qu'ils aiment bien la lumière. Mais effectivement, il y avait beaucoup de monde. J'étais très étonnée en arrivant à cette exposition. Donc, qui est M.C. Escher ? Il est né le 17 juin 1898 dans une vaste demeure à Leeuwarden, aux Pays-Bas, dans une famille de scientifiques à la fois instruits et fortunés. C'est quelqu'un qui a une constitution assez faible et auquel le médecin prescrit un séjour au bord de la mer dans une pension pour enfants. C'est là aussi qu'il va à l'école, dont la seule joie qu'il en tire, ce sont les cours de dessin, même s'il ne se dit pas particulièrement doué, mais ça représente les seuls moments de réconfort durant cette période qui est quand même assez difficile. Alors le père d'Escher considère que son fils doit poursuivre des études supérieures après le lycée et il l'inscrit dans une école d'architecture et d'art décoratif à Haarlem. Et le professeur d'art graphique s'appelle Samuel Gesserum de Mesquita. C'est un juif d'origine portugaise et Escher lui doit beaucoup. Et ce professeur va déceler rapidement ses talents de graveur sur bois, si bien qu'au bout du 3e jour, il le convainc de changer d'orientation et de poursuivre dans cette voie. Donc Escher quitte cette école en 1922, il a 24 ans. Et son professeur, au bout d'un moment, voyant ses résultats, l'encourage à suivre sa propre voie. Il a acquis une très bonne maîtrise de la gravure et du dessin. Il entretiendra des relations régulières avec son professeur jusqu'à ce que ce dernier soit déporté avec sa famille en 1944. Oh là. Après l'école, il va faire un voyage en Italie. Il est avec 2 amis hollandais. Il part pendant une 15aine de jours. Il y retournera tout seul en automne et il voyage en Espagne, il voyage à Gênes, à Sienne et là il réalise ses premières gravures sur bois d'après des paysages. Il y a l'Italie du Sud, il va découvrir l'imbrication d'éléments romains, grecs, sarrasins, tout ça le passionne et c'est là qu'il va rencontrer Jetta Humiker avec qui il se mariera en 1924. C'est une famille elle est avec ses parents, une famille qui a fui la Russie, qui a connu la famine, et elle va être rapidement touchée par cette jeune femme qui peint et qui dessine aussi. Le couple s'installe à Rome et loue une grande maison à la naissance de leur premier garçon, ce qui va permettre à Escher d'avoir un bel espace de travail au dernier étage de la maison dans lequel il va pouvoir travailler. La famille d'Escher reste en Italie jusqu'en 1935 et lui profite de chaque printemps
pour voyager avec de jeunes artistes qu'il a rencontrés à Rome. Et il va dans les Abruzzes, il va en Calabre, il va même en France, il visite la Corse, il visite Malte et la Sicile. Et à cette époque, il est encore pratiquement inconnu. Il organise de petites expos, il va illustrer quelques livres, il vend peu et il dépend encore financièrement de ses parents. Et même si son père restera distant par rapport à l'œuvre de son fils toute sa vie, je crois qu'il n'a pas complètement compris ce que son fils, le travail de son fils, quoi. Et en 1935, le climat politique de l'Italie fasciste est insupportable à Escher. Il ne supporte pas le fanatisme et l'imposture et décide de quitter l'Italie pour la Suisse. Son fils a alors 9 ans, il est obligé de porter l'uniforme Balila à l'école, et dans un doc qu'on a vu sur Arte, le fils lui-même témoigne qu'il était un peu attiré quand même par tout ce folklore, ce qui est normal pour un gamin qu'on endoctrine à l'école, quoi. Oui, ça fait comme les mouvements de jeunesse. Exactement. Donc Escher décide de partir et de quitter tout ça. Il va passer 2 hivers en Suisse avec des paysages de neige qu'il trouve insupportables. Il trouve que le paysage le laisse totalement indifférent, que les montagnes sont des masses de pierres sans vie et sans histoire. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Que l'architecture est propre, efficace, mais manque de fantaisie. Et donc c'est tellement, pour lui, c'est beaucoup trop éloigné de l'Italie du Sud, quoi. Et un matin, alors que son épouse Getta se peigne les cheveux, il croit entendre le murmure de la mer qui lui manque. Et ni une ni deux, en fait, il se dit, faut qu'on parte à la mer. Donc il écrit à la compagnie maritime Adria qui organise des voyages sur des cargos vers la Méditerranée et il propose de payer pour lui et sa femme avec des estampes, 48 estampes qu'il va exécuter en fonction des arrêts du voyage et pendant le voyage. Et donc, à sa grande surprise, la compagnie accepte. Donc là, le voyage comporte des excursions en Espagne et là, ça aura une immense influence sur son travail car il va découvrir l'Alhambra et Grenade et donc toutes ces décorations mauresques qui sont sur les murs, sur les sols. Et là, son travail va évoluer vers le remplissage périodique des plans alors que jusqu'à présent, il y aura vraiment un travail de paysage, de gravure de paysage, quoi. 1937, donc la famille déménage à Uccle, près de Bruxelles. La guerre menace. Il veut se rapprocher de sa patrie. Il se trouve mal accueilli par les Belges, donc il part s'installer aux Pays-Bas. Et il dit c'est aux Pays-Bas où les journées sont froides, humides et nuageuses que se développe l'œuvre la plus riche de l'artiste. Ces 3 garçons ont grandi, ils font leur vie. Escher va faire encore quelques voyages en cargo sur la Méditerranée, mais ne trouve plus d'inspiration, donc il va beaucoup travailler et il s'interrompt, il a des problèmes physiques, il s'interrompt pour des opérations et à 72 ans, il va s'installer à la fondation Rosa Spire où les artistes âgés bénéficient d'un atelier et sont entièrement pris en charge et il meurt en 1971. Donc tout ça pour voir après comment son œuvre va évoluer, vraiment avec des périodes assez définies en fait.
Narciso Yepes, Souvenir de l'Alhambra. Alors on va parler de l'œuvre des Cher, parce qu'effectivement on va voir comment effectivement l'Espagne était un marqueur profond dans cette évolution de son œuvre, mais on peut dire qu'entre 1922 et 1937 c'est vraiment une période de paysage italien avec un début de pavage. Les pavages, c'est comment on va remplir cet espace, et donc entre 34 et 37, quand il quitte l'Italie, il a une œuvre qui va s'intérioriser, donc il va rentrer dans un espèce de processus de pensée mathématique. Et même si lui se dit profane en la matière, il dit qu'il n'a jamais obtenu la moyenne en classe en mathématiques, finalement, il s'attaque à des théories mathématiques sans s'en rendre compte. Et quand un professeur plein d'admiration pour son contenu mathématique appliqué à une œuvre, sur ses estampes, va l'inviter à une conférence, lui y va et en fait il n'y comprend rien. Il dit qu'il a plutôt une approche du coup intuitive et visuelle des mathématiques, mais qui va quand même très très loin, quoi. Après cette période des paysages et de pavages, il y a une période jusqu'en 1945 qu'on peut appeler la période des métamorphoses. Donc il a un intérêt croissant quand même pour les mathématiques et la géométrie, et qui passe par l'étude et la fascination donc pour les sphères, pour les solides géométriques, les surfaces réfléchissantes ou topologiques, comme on va voir l'anneau de Mébius, un objet perçu comme ayant deux faces qui, à y regarder de plus près, finalement n'en a qu'une. Il a un goût pour les paradoxes, les distorsions de perspective, les illusions d'optique, et là va découler son intérêt pour les formes géométriques, les règles mathématiques ou encore la cristallographie. Je crois qu'il a un frère qui avait fait qui faisait de la cristallographie justement et qui avait trouvé dans le travail toute une approche, un rapport avec la formation des cristaux, quoi. De 46 à 56, il a plus une période qui s'inscrit sur le travail de la perspective. Et en 54, il y a un tournant quand il y a plusieurs gravures des Cher qui sont exposées pendant le Congrès international de mathématiciens à Amsterdam. Et là, son travail est de plus en plus apprécié par la communauté scientifique. Ensuite, la dernière partie de sa vie, il va travailler sur une approche de l'infini, sur comment on passe d'un motif, par exemple d'un motif sphérique où au centre il y a une imbrication assez grosse qui va vraiment jusqu'aux limites de la sphère de plus en plus petite, quoi. Et à la fin de sa vie, il y a 2-3 œuvres en couleur, parce qu'il faut préciser que son œuvre est principalement en noir et blanc, quoi. Et comme tous les artistes qui vivent de leur travail, M.C. Escher, en tant que graphiste, a reçu au fil des années des commandes de différentes natures, des ex-libris, des cartes de vœux, des illustrations, des logotypes, des motifs pour tissus. Il a travaillé pour des timbres, il avait fait un travail sur des billets de banque, je crois, qui n'a pas été retenu. Il a travaillé pour faire des emballages, et il utilise effectivement souvent ce qu'on appelle les tessellations, c'est-à-dire que c'est le pavage, quoi. Et donc on reconnaît facilement son travail. Donc on peut parler un peu plus de son travail. En fait, ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'à partir des années 50, il a une popularité qui ne cesse de croître, et grâce également à ses relations avec le monde scientifique et académique, il y a des revues qui commencent à lui consacrer des articles et des comptes rendus. Et à partir du milieu des années 60, il a une grande visibilité, surtout aux États-Unis, par le mouvement hippie qui s'approprie ses œuvres, les modifie, les reproduit sur des affiches et des t-shirts avec une optique psychédélique, c'est-à-dire qu'il transforme l'œuvre en mettant de la couleur partout, quoi. Et à tel point que ça va influencer aussi le processus de nombreux artistes par la suite, des musiciens, des designers, des publicitaires. C'est ce qu'on voit à la fin de l'exposition, comment son œuvre ou ses inspirations étaient reprises, et même dans le milieu du cinéma. Enfin voilà, donc il a vraiment eu une influence très très importante, quoi. Ouais. Oui, souvent. Et alors, ce qui est assez, on pourrait dire, extraordinaire, le mot est faible, dans ce personnage, c'est qu'il ne se considérait absolument pas comme un artiste. Voilà. Et je pense qu'il était assez juste dans son jugement sur lui-même, parce que personnellement, je suis toujours sensible dans l'œuvre
d'un peintre, d'un sculpteur, d'un écrivain, d'un poète, à ce que l'œuvre renvoie comme émotion. Et je veux dire que pour moi, en tout cas, l'œuvre d'Escher ne m'émeut absolument pas, me laisse complètement froid. J'admire l'habileté, le génie même de ce graveur sur bois, particulièrement. Mais je ne ressens pas, si vous voulez, par exemple, récemment, on a rencontré avec mes camarades un artiste américain qui s'appelle Guston. On a fait une émission à ce propos qui était au musée Picasso. Guston, qui à la fin de la dernière période de sa vie, je crois les 10 dernières années de sa vie, est revenu après l'abstraction expressionniste au figuratif, qu'on pourrait considérer quasiment comme enfantin, avec ces images du Ku Klux Klan, enfin des images très très primitives du point de vue du dessin, voilà, et même de la couleur, et même des formats et des formats un petit peu extraordinaires d'ailleurs, appliqués à ces œuvres. Voilà. Alors qui m'émeut, mais d'une manière quand même assez importante, comparé à une œuvre comme celle d'Escher, qui est vraiment un concentré un concentré même génial, une combinaison avec simplement une échoppe et puis un bout de bois, de chef-d'œuvre graphique extraordinaire, voilà, qui me laisse complètement insensible, alors que un taco de Guston avec deux membres du Ku Klux Klan qui fument des clopes dedans me bouleverse complètement. C'est vrai que ça... Bon, la première partie de l'exposition, justement, est consacrée à des illustrations qu'il a faites sur des bouquins et sur ces paysages de Corse, d'Italie. Et là, c'est vraiment magnifique parce que il dessine bien. Dans la technique. Voilà, mais la technique et même c'est du paysage ou c'est des perspectives. Il y a une tour de Babel. Enfin, il y a des choses qui sont après qui me parle, voilà. Après, effectivement, quand on passe sur la partie plus mathématique, alors toute la partie des pavages, bon, elle est intéressante. Et après, on arrive vraiment à une partie très mathématique où là, on est un peu plus perdu parce qu'effectivement, il faut plus penser. Enfin, il faut regarder ses perspectives ou ses dessins impossibles parce qu'en fait, ce qu'il dessine, c'est impossible à chaque fois. Que ce soit un cours d'eau qui va dans l'autre sens ou comment il dessine une représentation à l'infini. Là, il montre dans l'exposition ce qu'ils appellent l'effet de Rost où c'était une publicité pour des pastilles de chocolat où en fait, on rentre dans l'image. Lui, il fait ça avec un jeune homme qui est en train de regarder une exposition et ça se reproduit et après il fait une torsion. Et donc ce qui est assez admirable, c'est qu'apparemment les mathématiciens ont trouvé que tout ce qu'il arrivait à faire en torsion et tout était juste mathématiquement. Ça, c'est quand même incroyable pour quelqu'un qui n'a pas fait de cours de mathématiques, quoi. C'est qu'il ait cette vision intuitive des maths. Moi, je trouve ça assez sidérant. Oui, bien sûr. Mais c'est aussi sidérant que le rendu graphique. Oui, et donc voilà, je pense qu'il faut regarder son œuvre, c'est bien de la voir. Après, effectivement, émotionnellement, il manque probablement un petit quelque chose. Et donc là, le fait qu'il y ait en plus cette exposition immersive où on va, par exemple, puis il a une gravure qui est connue, où il a les mains écartées avec une sphère où il se reflète à l'intérieur. Là, on peut se mettre en situation, se mettre devant, prendre une photo. Il y a une salle où c'est comme au musée des illusions à Bruxelles, où il y a une salle pavée qui est sur un plan incliné et où on peut paraître très grand ou très petit. Donc voilà, pour nous faire comprendre tous ces mécanismes un peu d'illusion d'optique. Pour moi, ça reste du superflu et un peu le côté commercial de l'exposition qui fait que c'est peut-être ce qui explique qu'il y ait beaucoup de monde, mais ça explique aussi que l'entrée soit plus chère que les fois précédentes. Quoi. Bien sûr. Voilà. Non, mais moi je crois que c'est Escher lui-même et avec une lucidité remarquable et dont on peut applaudir, c'est le mot, et un peu con applaudir la lucidité, qui ne se considérait pas comme un artiste. Ça, je le répète, parce que
il y a des artistes qui se considèrent comme des artistes alors qu'ils n'en sont pas du tout, ou très très loin, comme la plupart de tous les artistes, même connus comme commerciaux, comme ces artistes américains qui sont dans les collections des Arnaud et compagnie, voilà, qui ne sont pour moi pas des artistes du tout, peut-être des artisans à la rigueur, des petits industriels de l'image ou du volume, voilà. Et là, pour moi, Escher, dans ce regard qu'il avait sur lui-même et sur son travail, je trouve que c'est extrêmement rare dans ce milieu d'égo surdimensionné du monde de l'art, voilà. Mais vraiment, je regrette de pas être touché par son travail, parce que je suis mal formé pour ça, voilà. Je pense que ça tient aussi à ça. Mais c'est pas forcément grave. Et alors, quand on voit dans le documentaire sur Arte, qui est vraiment très bien fait, ah oui, magnifique. À la limite, il peut presque suffire, bien je sûr. pense. Et ça commence justement sur ces œuvres reprises par les hippies, on les voit à Woodstock, et lui, il rouspète par rapport à ça, parce que c'est un copain à lui qui lui a montré, parce qu'il n'était pas au courant, en fait, il n'y a pas eu de droit d'auteur, et en fait, c'est pas les droits d'auteur qui l'intéressent, qui trouve, ça l'ennuie qu'on ait mis autant de couleurs criardes dans ses œuvres, alors que lui bosse le noir et blanc. Moi, je pense que justement, je trouve que c'est une façon de continuer à vivre, c'est-à-dire qu'il fait un travail, l'artiste est là, il a posé ça, et justement, tant mieux si les gens s'en emparent et en font autre chose. Je trouve que c'est ça aussi l'art. C'est aussi cette période particulière de l'histoire des États-Unis, avec la guerre au Vietnam, avec tous ces hippies qui se révoltent justement contre cette guerre et qui font exploser la couleur, qui font exploser aussi autre chose de moins bon pour la santé, mais enfin bon, c'est une période exceptionnelle qui a influencé. Et la couleur que ces jeunes générations de contestataires mettaient en première ligne, ça a aussi transformé une partie du monde, de la mode, de plein de secteurs qui avant étaient plutôt terne, gris, voilà, et ils ont changé le monde avec la couleur, voilà, et que l'œuvre d'Escher leur ait servi vraiment de prétexte pour cette démarche assez extraordinaire, moi je trouve ça fabuleux. Ouais. Et d'ailleurs, la fin de l'exposition, c'est Eschermania, et ça, on voit justement comment même des couturiers comme Chanel ont fait une robe à partir de motifs. Il y a eu de la bande dessinée, ça a été repris au cinéma. Enfin, finalement, tout le monde s'en est inspiré, quoi. Donc, tant mieux. Oui, bien sûr. Non, ça c'est. Je pense que sa contribution artistique, elle est là. Voilà. Il n'a pas, dans son œuvre elle-même, en noir et blanc, ses gravures superbement travailler, etc., ces perspectives qui donnent un peu vraiment envie de gerber, parfois tellement c'est dans l'hallucination. On croirait qu'il a fumé vraiment des gros pétards pour arriver à ce résultat, alors que pas du tout. Pas du tout, et il y a ça, et moi-même ces imbrications, quand on voit comment il imbrique par exemple, c'est le bien et le mal, je crois, c'est des bonhommes en noir et des bonhommes en blanc, comment ils s'imbriquent, comment ils repartent, voilà. Je trouve que c'est quand même, ça c'est assez extraordinaire, hein, que ce soit ça. Il y a une grande fresque qui s'appelle La Métamorphose, donc qui fait, je sais pas, peut-être 2 mètres de long, où on sent les motifs qui partent d'un cube, qui se transforment, qui deviennent des alvéoles d'abeilles, il y a les abeilles, enfin, il y a quand même un côté un peu magique, comment on arrive à passer d'un état à l'autre. Enfin, voilà. Et dans l'exposition, ils ont voulu faire une partie un peu pédagogique avec des panneaux qui expliquent, qui font un peu référence, par exemple, aux mathématiques sur le ruban de Mébius, où finalement c'est qu'une seule phase, je crois, et sur ce qu'ils appellent le vase de Rubin, où soit on voit le dessin d'un vase à pied, soit on voit un profil. Voilà. Donc il y a quelques explications comme ça. Oui, un peu comme la sorcellerie graphique, voilà. Parce que ce qu'on voit n'est pas ce qui est sous nos yeux, et ce qui est sous nos yeux nous donne des fois des illusions qui sont à des années-lumière de l'intention du créateur, je pense. Son art lui échappe, et son art, il est interprété différemment suivant le regard qu'on porte sur lui, qui porte ce regard.
voilà, de quelles conditions il est issu. C'est un monde, on peut dire que Escher crée un monde fantastique où ceux qui peuvent y entrer, comme ma camarade de Kiomba, on ne sait pas où elle rentrerait pas d'ailleurs, c'est comme c'est une musaraigne étrusque, hein, elle peut aller partout, voilà, mais qui interdit aussi l'entrée à des gens comme moi. Hein, c'est ça qui est un peu paradoxal, qui est un peu hors contexte habituel du monde de l'art, parce que et là on sait pas, en fin de compte, enfin moi en tout cas je sais pas, si c'est un artiste, si c'est un magicien, si c'est un super technicien, si c'est peut-être même un littéraire qui, au lieu d'écrire avec des mots, écrit avec des images, voilà, parce que il nous ouvre les portes d'un monde qui n'est pas tout à fait accessible pour tout le monde, quoi. Car c'est la perspective qui nous captive, la perspective qui nous dicte ça. Oui, c'est la perspective qui nous captive, la perspective qui nous ouvre les bras. En gros et tout devant, il y a le premier plan, et progressivement différents arrière-plans. Le regard est perdu, le paysage est immense, les formes diminuent en fonction de la distance. Il faut savoir surtout créer une atmosphère en usant des atouts d'une belle lumière. Il faut aussi varier les grosseurs et les tailles. Tout là-bas, le clocher est devant la bataille. Car c'est la perspective qui nous captive, la perspective qui nous dicte ça. Oui, c'est la perspective qui nous captive, la perspective qui nous ouvre les bras, qui fait de nous des hommes ayant remplacé Dieu, et qui soudain nous sommes d'ouvrir tout grand les yeux. Le monde n'est pas vu comme avant par au-dessus, comme avant par les dieux, là-haut depuis les cieux. S'il y a une perspective, s'il y a une profondeur, c'est que devant l'image, il y a un spectateur. S'il y a un chemin pour guider le regard, c'est bien qu'un être humain est devant pour le voir. Car c'est la perspective qui nous fait vivre, la perspective qui fait de nous des rois. Oui, c'est la perspective qui nous enivre de rive en rive, qui conduit nos émois. Alors, c'était la chorale de Radio France, leçon de perspective. Les expositions. Donc, cette exposition est chère à la Monnaie de Paris jusqu'au 1er mars. Philippe Buston au musée Picasso jusqu'au 1er mars. Éric Dubuc, Nul n'écoute le silence des autres. C'est la galerie Famille Malnowski jusqu'au 13 décembre. Sachant que le samedi, Cécile Dubuc est présente pour accueillir le public et parler de son frère. Être sculptrice à Paris, musée Camille Claudel à Nogent-sur-Seine jusqu'au 4 janvier. Niki de Saint-Phal, Jean Tinguely, Portus-Sultaine au Grand Palais jusqu'au 4 janvier. Niki de Saint-Phal du Buffet, Destin croisé, c'est à la Fondation du Buffet jusqu'au 13 février. Jean-Baptiste Greuze, L'Enfance en Lumière, au Petit Palais jusqu'au 25 janvier. Impression Nabi à la BNF Richelieu jusqu'au 11 janvier. Georges Delatour au musée Jacques Marandré jusqu'au 25 janvier. Georges Condo au musée d'art moderne de la ville de Paris jusqu'au 8 février. Pekka Alonen, un hymne à la Finlande au Petit Palais jusqu'au 22 février. Les peintres graveurs à la mairie du 6e jusqu'au 10 décembre. J'y suis passée après l'exposition Escher, donc c'est à Saint-Sulpice. C'est vraiment une très belle exposition, assez importante. Il y a au moins une dizaine de graveurs qui exposent. Il y a de belles œuvres. C'est gratuit et c'est très calme. Donc c'est vraiment, essayez d'y passer si vous êtes dans le coin parce que ça fait du bien de voir toutes ces œuvres-là. La galerie Kaléidoscope, paysages disqualifiés, paysages retrouvés jusqu'au 31 janvier.
Le culturel de la semaine. J'ai lu Rouge Feu de Bell Hooks la semaine dernière où je parlais de son premier livre autobiographique Noir d'os. Elle raconte son enfance. C'est une autrice afro-américaine. Là, c'est la deuxième partie de sa biographie. Elle vit en couple. Elle est passionnée de poésie. Elle raconte comment les livres et les mots l'aident à surmonter tout ce qu'elle doit vivre. Et elle pointe en fait, c'est ce qu'on appelle elle va parler de la condition des femmes, la condition des femmes noires. Donc c'est une universitaire américaine qui est théoricienne du black feminism et qui croise donc les problématiques effectivement de genre, de classe, de race, qui a écrit pas mal d'ouvrages là-dessus, qui a notamment écrit Ne suis-je pas une femme, un livre qu'elle a écrit quand elle avait 19 ans. Et là, dans ce livre Rouge Feu, elle va insister, elle décrypte un peu, elle décortique en fait comment dans sa vie de couple ce qui va, ce qui ne va pas, et comment en fait le fait d'être une femme noire, on vit le fait d'être une femme noire. En fait. Et donc à voir aussi ce documentaire sur Arte là sur le travail d'M.C. Escher. Et tout de suite sur Radio Soupente, la station des rapins sans foi, sans loi et sans courbette, qui émet depuis un Garnier et diffuse sur internet aracaille.fr le salut à nos saminges, Claude et André de la Nation, Claude et William, nos poteaux de Brest, Pas de la nouvelles, Croisette Claude et et ses William. palmiers. Hein, Ouais, mais pas de nouvelles, Claude et William. J'espère tu que peux ça en va donner bien. des nouvelles, Dominique. Ouais. Bah oui, on peut en donner nous aussi. Enfin, en donnant avec cette émission où on pense toujours à vous et on parle de vous, quoi. J'appelle Chevraz, un immense peintre de Schnorr qui habite à Coups-de-Kerbranche dans la banlieue de Dunkerque, une petite maison ouvrière en briques avec le jardin et la cuisine qui donnent sur le jardin où il y a ces fruits Des kiwis. Des kiwis dans son jardin. Claudine, une camarade à ma camarade Piquet-Cou, qui partage avec ma camarade Piquet-Cou une certaine passion pour l'art. Corinne, Anne-Emmanuel et Frédéric, une petite bande de copains. Corinne, une tapissière de renom. Anne-Emmanuel, une peintre et illustratrice de renom. Et Frédéric, un petit aquarelliste de renom. Oui, tous des renoms chez nous. Juliette Planck, une graveuse de renom, en relégation à Rochefort-sur-Mer, et qui ouvre son atelier à des amateurs qui veulent apprendre les secrets de la gravure, et surtout de la taille d'épargne. Sophie Veloutrecht-Brage, une graveuse versaillaise, une bonne aussi qui peint et qui grave, et Clément qui grave sur tout ce qui bouge, le Van Gogh de la taille d'épargne, Agnès Dubart en relégation en Bretagne Sud, dont nous avons découvert l'immense talent à Lille dans son petit atelier lillois. Voilà. Alors depuis, elle a un peu bourlingué, voilà, et maintenant elle se retrouve en Bretagne Sud. Laurence et Liliane, deux autrices de polar, dont il ne reste sur les deux que Laurence aujourd'hui, Liliane ayant pris le trimar. Geneviève, notre sorcière bien-aimée, la rousse flamboyante qui anime 4 émissions maintenant, on ne sait pas où elle va s'arrêter, hein. Elle a une énergie quand même assez extraordinaire. Une ancienne institutrice qui anime des émissions à destination de l'enfance et des parents des enfants sur une radio Omni où nous avons nous-mêmes, jadis, autant les anciens, bavassé. Anne-Isabelle Roubaille, une peintre de Coups-de-Kerbranche, non pas de Coups-de-Kerbranche, une peintre de Buremerlotte, dont nous avons découvert l'œuvre sur les cimaises, l'empreinte de Florence Klein, une ancienne de la fondation Du buffet. Du buffet. Voilà. Ah ben dites donc, hein, on s'en sortira quand même. Dominique Paula-Dardouin, une galériste hélas aujourd'hui disparue, mais qu'on aimait beaucoup, et qui a un peu secoué les miches du Paris artistique du temps où elle opérait.
dans ce même Paris artistique, avec sa maman, Thérèse Franco, qui a soutenu des artistes assez précurseurs, d'ailleurs, dont nous avons reconnu l'empreinte chez des peintres américains, des jeunes peintres américains, à la mode. Marie Dognaud, une galériste de la rive gauche, la galerie Kaléidoscope, qui met sur ses cimaises, qui cloue sur ses cimaises, et qui expose enfin des artistes qui ne sont pas décevants du tout, à la galerie Kaléidoscope. Antoine Monory de Paname Swing, un petit trio de musicos inconnus du monde entier, sauf de ma camarade Piquet-Cou, qui les a jamais vus d'ailleurs. Bon, enfin, bon. Mais qui a toujours espoir. Mais qui a toujours espoir. Elle entretient des espoirs désespérés comme ça depuis. Enfin bon, c'est une spécialiste des espoirs désespérés. Et Anna Sinoraska, une de ses amies d'ailleurs, mais pas désespérée, une de ses amies polonaises, qui est peintre et dont nous aimons les œuvres passionnément, à la folie, en oubliant le pas du tout d'ailleurs. Bon, voilà, c'est finot mon histoire. L'émission est à l'écoute sur notre blog caracal.fr et on se finit avec Faut vivre, c'est quand même quelque chose, on se finit avec Faut vivre, vous suivez, de Mélisse May. Salut! Salut les copines, salut les copains. Malgré l'écran suette une néant, c'est pour mieux nous manger enfants et les silences et les boucans, faut vivre. Et bien qu'aveugle sur fond de nuit, entre les gouffres infinis, des milliards d'étoiles qui rient, faut vivre. Malgré qu'on soit pas toujours beau et que l'on ait plus ses 16 ans et sur l'espoir, un chèque en blanc, faut vivre. Malgré le cœur qui perd le nord, au vent d'amour qui souffle encore et qui parfois encore nous grise, faut vivre. Malgré qu'on n'ait pas de génie, n'est pas Rimbaud qui veut Pardi et qu'on se cherche un alibi. Malgré tous nos morts sans coquette qui errent dans les rues de nos têtes, faut vivre. Malgré qu'on soit brave et salaud, qu'on ait des complexes à gogo et qu'on les aime, c'est ça le pire, faut vivre. Malgré l'idéal du jeune temps qui s'est usé au nerf du temps et par d'autres pris en chantant, faut vivre. Malgré qu'en se tournant vers le passé, on est effrayé de s'avouer qu'on a tout de même un peu changé, faut vivre. Malgré que l'on soit de passage, qu'on vive en fou, qu'on vive en sage, tout finira dans un naufrage, faut vivre. Malgré qu'au ciel de nos poitrines, en nos sentinelles endormies, dans un bruit d'usine gémit, le cœur aveugle qui funambule sur le fil du présent qui fuit, faut vivre. Malgré qu'en nous un enfant mort si peu parfois remue encore comme un vieux rêve qui agonise, faut vivre. Malgré qu'on soit dans l'engrenage des notaires et des héritages où le cœur s'écœure et s'enlise, faut vivre. Malgré qu'on fasse de l'humour noir sur l'amour qui nous en fera boire jusqu'à ce qu'ils nous disent au revoir, faut vivre. Malgré qu'à tous les horizons, comme un point d'interrogation, la mort nous regarde d'un œil ivre, faut vivre. Malgré tous nos serments d'amour, tous nos mensonges jour après jour, et bien que l'on n'ait qu'une vie, une seule pour l'éternité, malgré qu'on la sache rater, faut vivre. Faut vivre.
faut vivre